Le deuxième intervenant, qui est une intervenante qui est avec nous, qui s'appelle Michèle Chabert, je la remercie, d'autant plus qu'elle n'était pas très en forme hier après un vaccin Covid. Et donc, Michèle est maître de conférence à l'École des hautes études, qui est une école assez intéressante, parce qu'elle diplôme des ingénieurs en biologie. Et donc, c'est une maison assez connue, au moins en région parisienne. Donc, Michèle est une spécialiste depuis de nombreuses années de la prise alimentaire, de la physiologie de la prise alimentaire. Et donc, je lui ai demandé si elle voulait bien nous apporter sa contribution et son point de vue sur la question « Qu'est-ce que manger ?» Donc, je vous laisse la parole. Michèle, je ne sais pas si c'est vous qui passez le diaporama ou nous. C'est comme vous préférez. C'est peut-être plus simple que ce soit vous. C'est comme vous préférez. Voilà. C'est vous. Ben voilà, parfait. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, donc, écoutez, je trouve qu'à la précédente présentation de M. Fayou, c'est très bien terminé pour moi, puisqu'elle s'est terminée sur le mot plaisir. Et que le mot plaisir est un des mots-clés de ma présentation. Donc, c'est un parfait. Très bien. Alors, il faudrait peut-être que le présentateur éteigne son micro. Est-ce qu'il y a des perturbations? Je ne sais pas. Très bien. Alors, je continue si vous m'entendez bien. Donc, en effet, je remercie Jean-Pierre Hugo de m'avoir invité à participer à cette réunion. Je ne suis pas médecin, je ne suis que neurophysiologiste, donc maître de conférence à l'École pratique des hautes études, Paris Sciences Lettres maintenant. On m'a invité donc à parler de ce que manger représentait pour moi. Alors, Jean-Pierre l'avait peut-être remarqué, le mot manger commence tous mes cours, puisque voilà ma diapo qui commence tous mes cours. Je demande aux élèves de me dire quelles sont les raisons qui, pour eux, peuvent les conduire à manger. Les premières réponses sont bien sûr « j'ai faim ». Et là, les individus répondent à des besoins physiologiques. Ensuite viennent d'autres types de réponses, me faire plaisir, j'ai pas le moral, je m'ennuie. Et là, ils répondent à des besoins psychologiques. Ou bien, ils vont répondre à des besoins sociologiques. S'ils mangent pour répondre à des habitudes sociales, à un certain besoin de convivialité, puisque nous sommes des animaux grégaires et que donc il est important de manger à plusieurs. Et puis là, regardez ce qui vient d'arriver. Voilà la réponse qui autrefois arrivait quasiment en même temps que j'ai faim, c'était il y a 20 ans. Les deux réponses arrivent en même temps. Et maintenant, quand je veux obtenir cette réponse, c'est l'heure, eh bien, il faut que j'attende. Et enfin, au bout d'une minute, il y en a certains qui me disent « Ah, on mange peut-être parce que c'est l'heure ». Voilà. Et là, il y a vraiment un changement au fil des temps et j'y reviendrai. Quelle que soit la raison qui nous pousse à manger, nous allons être récompensés de façon immédiate par le plaisir alimentaire. Et ça, c'est très important. Mais quand on mange pour répondre à des besoins physiologiques en respectant des normes sociales, on fait des repas. Quand on mange pour des raisons psychologiques ou uniquement sociologiques, on va faire un grignotage. Et c'est complètement différent. Si vous voulez en savoir plus, vous me poserez les questions après. Moyen de savoir si on mange uniquement pour se faire plaisir ou pour répondre à des besoins physiologiques, c'est de réaliser que quand on se dit « j'ai envie de », là, il y a méfiance, c'est peut-être uniquement pour se faire plaisir. Et là, il vaut mieux peut-être adopter un autre comportement pour se faire plaisir et se remonter le moral. Alors, on va voir par la suite que nous recevons en permanence des messages internes et externes qui nous permettent de satisfaire nos besoins physiologiques et même d'apprendre à les anticiper. Et pour moi, manger, c'est vraiment satisfaire ses besoins physiologiques et, par chance, en même temps, se faire plaisir. Donc, je ne vous parlerai ici que de la partie de droite, bien sûr, la partie qui concerne la réponse aux besoins physiologiques. Alors, ce qui est important pour moi, c'est savoir quand manger. Je vais vous décrire le rythme prandial et le rythme nictéméral de la prise alimentaire, savoir que manger, comment fait-on pour choisir, et savoir quelle quantité ingérer.
Ici, vous avez la séquence alimentaire d'un rat non perturbé qui mange quand il veut. Et on voit que en fait, la prise alimentaire est discontinue. On ne mange pas tout le temps. Et elle est constituée de repas. Et ici, vous avez donc la prise alimentaire cumulée sur une période de 24 heures. Et on voit que pendant la période d'activité, ce rat fait des repas nombreux et assez gros, alors que pendant sa phase de repos, le nombre des repas est moindre et en moyenne, ils sont plus petits. Chez l'homme, normalement, il n'y a pas de repas pendant la phase de repos. Il va falloir expliquer cette succession de repas. Est-ce que tout est aléatoire ou est-ce qu'il y a des règles, des lois physiologiques qui peuvent expliquer cette succession? D'abord, on a essayé d'expliquer le rythme prandial, c'est-à-dire la succession des repas les uns par rapport aux autres, le tout chez un sujet sain, nourri à volonté et non perturbé. Ici, vous avez donc la prise alimentaire cumulée sur un certain temps et on a pu voir, en observant ces séquences alimentaires sur un très grand nombre d'animaux, et puis chez l'homme aussi, qu'on ne peut pas prévoir la taille d'un repas. En effet, on aurait pu imaginer que la taille de ce repas, ici en bleu, pouvait être prévue en fonction de la durée de l'intervalle qui précède le repas. Or, quand on fait des mesures, eh bien, on voit qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre ces deux variables. Ça n'est pas parce qu'on est resté longtemps sans manger avant un repas qu'on va dès lors manger plus. Donc, on ne peut pas prévoir la taille d'un repas. On ne mange pas par compensation d'un besoin qui se serait créé avant le repas. Inversement, on a vu qu'on pouvait prévoir l'heure d'un repas. En effet, il existe une très forte corrélation, dite corrélation postprandiale, entre l'apport énergétique du repas et la durée de l'intervalle de satiété qui suit. En un mot, plus on mange à ce repas et plus l'intervalle de satiété qui suit va être grand, va être long. Ce qui veut dire qu'en fait, on mange par anticipation des besoins à venir. Donc, ici, vous avez ce repas qui va déterminer en fait la durée de l'intervalle dit postprandial qui débute au début du repas jusqu'au début du repas suivant. Donc ça, c'est la corrélation postprandiale. Le repas anticipe les besoins et dès lors qu'un repas est terminé, nous sommes en état de satiété, nous n'avons plus faim. De façon systématique, on a vu qu'on pouvait anticiper l'heure du repas suivant, puisqu'il existe une corrélation entre la taille du premier repas et l'intervalle de satiété. On peut donc, à quelques minutes près, savoir à l'avance à quelle heure surviendra le repas suivant. Je profite de cette diapositive pour vous faire remarquer qu'il existe deux termes importants à connaître. Le terme satiété, qui définit un état dans lequel nous n'avons pas faim, nous allons bien, nous ne percevons aucun signal d'alerte, et un rassasiement qui définit l'ensemble des mécanismes qui viennent mettre fin à la motivation à manger. Quand un repas débute, nous sommes très motivés à manger, nous mangeons vite, et puis petit à petit, nous sommes de moins en moins motivés à manger, voire plus du tout motivés parce que manger ne fait plus plaisir, et dès lors, le repas s'arrête. Pendant cette période, la déglutition et la mastication sont modifiées. C'est pour trouver le pendant avec la présentation précédente et ça se modélise très très bien. Donc, on a vu qu'on pouvait anticiper l'heure d'un repas. On a vu que l'heure de ce repas était fortement liée à la ration énergétique du repas et donc forcément, il existe un signal métabolique qui déclenche le repas. Ce signal métabolique, on ne sait pas ce qu'il est. Et en 1953, Jean Meyer a proposé la théorie glucostatique du contrôle du déclenchement du repas, selon laquelle le signal métabolique de la faim serait une glucopénie, c'est-à-dire un manque de disponibilité en glucose pour les cellules.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de glucose dans le sang, mais ça veut dire qu'à un certain moment, il n'y en a plus assez. Et dès lors, ça va déclencher le repas. Alors, bien sûr, à partir des années 1953, plusieurs chercheurs ont recherché l'hypoglycémie qui précéderait le repas, l'hypoglycémie préprandiale. Et en fait, il a fallu attendre les années 1980 où Janine Louis-Sylvestre, dans le laboratoire de Jacques Lemagnan au Collège de France, a pu prélever du sang de rat en continu et mesurer la glycémie en continu. Et c'est grâce à cette nouvelle technologie qu'elle a pu montrer qu'avant tous les repas nocturnes ou diurnes du rat non perturbé, il existait une hypoglycémie qui débutait 6 minutes avant le repas. Cette hypoglycémie est donc de courte durée et de faible amplitude, environ 3%. Elle est elle-même corrigée par l'hyperglycémie post-absorptive, qui sera elle-même corrigée par l'insuline. Bien sûr, on ne voit pas l'insuline sur ce graphique. Tout ça est très intéressant. Bien sûr, le plus intéressant, c'est l'homme. Alors, on a fait la même chose chez des sujets sains, non perturbés, qui ont l'habitude de manger 3 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Ils arrivent au laboratoire, on les prive de tout repère horaire et on utilise la technique de prise de sang en continu et de mesure de la glycémie en continu. Et on voit qu'après le petit déjeuner continental, c'est-à-dire très riche en glucides, il y aura une très forte hyperglycémie post-absorptive, elle-même suivie par une hypoglycémie réactionnelle, durant laquelle les sujets ne disent pas qu'ils ont faim. On voit que cette hyperglycémie post-absorptive est très difficile à corriger par l'organisme, mais il y arrive. Et en fait, sans passer par une période de stabilité, on arrive tout de suite à ce qui va être dénommé l'hypoglycémie préprandiale chez l'homme. Vous voyez que c'est un phénomène durant lequel la glycémie chute doucement pendant 20 à 30 minutes, suivant les sujets. Et ça n'est qu'au sortir de cette hypoglycémie, alors même que cette hypoglycémie est déjà en phase de correction, très certainement par le glycogène hépatique, eh bien, les sujets, au sortir de cette hypoglycémie, réclament son repas. Là, on va lui servir des spaghettis bolognaises et au bout d'une dizaine de minutes, apparaît l'hyperglycémie post-absorptive du déjeuner. D'accord ? Là, les sujets n'avaient pas de repère horaire. Lorsqu'on leur demandait « Ah bon, vous avez demandé le déjeuner, d'après vous, quelle heure est-il » Ils nous répondaient « Il doit être midi puisque j'ai faim. » Or, en réalité, ces sujets avaient l'habitude de manger au Crous vers midi. Et avec toutes les études que nous avons faites, la réponse était toujours la même. Si on attend d'avoir faim pour manger, eh bien, on mange environ 3/4 d'heure plus tard que d'habitude. C'est bien qu'en fait, ce signal de faim, cette hypoglycémie préprandiale, est un signal d'alerte qui vient nous dire qu'il est plus que temps d'aller manger. D'habitude, en temps normal, ces sujets avaient l'habitude donc de manger à heure fixe en allant au restaurant universitaire, puisque c'était des étudiants. Voilà. Alors, vous avez compris, ce premier repas détermine l'heure du second repas et ainsi de suite pour le troisième repas. Lorsque de façon systématique, certains événements, certains stimuli présents dans l'environnement sont associés à notre comportement alimentaire et aux bienfaits qui résultent du comportement alimentaire, du repas, et donc à la récompense ultime, le bienfait métabolique apporté par le repas, eh bien, lorsqu'il y a répétition, ces signaux environnementaux vont devenir des signaux conditionnés qui déclencheront le repas par eux-mêmes. Un peu le système de Pavlov, c'est du conditionnement. Et de telle sorte que l'heure peut devenir un signal conditionné du repas. Et c'est ainsi qu'on peut assister au déclenchement conditionné du repas. Et vous l'aurez peut-être compris, pour moi, c'est vraiment le nec plus ultra de la physiologie. On mange juste avant de recevoir le signal d'alerte qui vient vous dire « Attention, il faut manger ». Alors, certains qui sont instruits pourront me dire « Et la gréline, alors, qu'en faites-vous » Cette gréline, découverte dans les années 2000, est essentiellement sécrétée par l'estomac
Et M. Cummings avait vu chez l'animal que cette gréline stimulait la prise alimentaire. Et M. Cummings nous avait demandé nos sérothèques, c'est-à-dire nos restes de sérum humains, on les lui avait envoyés. Et ici, vous avez sur le même graphique, entre le déjeuner servi vers midi et le dîner réclamé spontanément par le sujet, vous avez deux profils. En vert, le profil de l'état de faim des sujets. Ils ont faim avant le déjeuner, puis la faim s'estompe, puis réaugmente doucement jusqu'à ce que le sujet dise « j'ai faim, je veux s'il vous plaît mon déjeuner ». Et là, eh bien oui, la gréline suit parallèlement ce profil et son niveau le plus élevé est atteint au moment où le sujet réclame son déjeuner. De telle sorte que M. Cummings était très satisfait et très content de voir que la gréline était très certainement le peptide, c'est-à-dire l'hormone qui stimule la prise alimentaire. Il a continué à nous demander nos sérothèques et là, on lui a envoyé des sérothèques qui venaient d'une manip dans laquelle nos étudiants avaient l'habitude de manger 4 fois par jour, c'est-à-dire qu'ils prenaient un goûter aussi. Et ici, vous avez deux intervalles interprandiaux qui se succèdent, celui situé entre le déjeuner donné à midi, le goûter réclamé par les sujets, puis le dîner réclamé par les sujets. Et vous avez encore une fois l'état de faim élevé avant le déjeuner, qui s'estompe après le déjeuner, qui réaugmente jusqu'au goûter, qui s'estompe après le goûter et qui réaugmente jusqu'au dîner. Et cette fois-ci, la gréline est élevée avant le déjeuner, diminue, réaugmente un petit peu avant le goûter, rediminue et n'augmente plus avant le dîner. Vous pensez bien que M. Cummings a été très déçu de ce résultat. Il nous a dit qu'il l'avait soumis, mais en réalité, il ne l'a jamais soumis. C'était dans les années 2004. Et il est allé voir un autre laboratoire. Il a refait le même style de manip et il a trouvé le même résultat. Ça veut dire quoi? La gréline est non indispensable au déclenchement du repas. Donc, ce qui est vraiment important pour le déclenchement du repas, c'est un signal métabolique. La gréline est un peptide qui renseigne certes sur l'état global d'énergie de l'organisme, mais il n'est pas nécessaire au déclenchement du repas. Une remarque en passant, vous l'aurez vu, avant un repas, l'état de faim est élevé, après le repas, il est minime. Tous ces repas qui étaient servis au laboratoire n'étaient pas des gueuletons, il y avait 2 ou 3 plats maximum. Donc, après le repas, il reste un petit peu de place au cas où il y aurait eu un super dessert, mais on n'en avait pas. Et puis, vous voyez que si on demande aux sujets s'ils ont faim, en utilisant une échelle analogique visuelle, ils sont capables de vous répondre. Et puis, on voit l'état de faim augmenter. Puis, tout d'un coup, le sujet dit « j'ai faim ». Ce n'est pas exactement la même chose. Ça veut dire, cette fois-ci, je veux le repas. Tandis que ici, ça veut dire, oui, si on me propose un aliment, je l'accepterai. D'autant plus s'il est bon. Mais là, ce sera un grignotage. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des tests sensoriels réalisés par les industriels pour mettre au point les nouveaux aliments sont faits par des dégustateurs qui travaillent entre l'heure des repas. Donc, des dégustateurs qui n'ont pas faim au moment où ils mettent au point les repas. Et tout ça, ça conduit à quoi? Ça conduit à créer des aliments de grignotage qui sont destinés à être trouvés bons par des gens qui n'ont pas faim. Donc, des aliments qui généralement vont être plus goûteux, plus de goût, plus de sel, plus de sucre. Pourquoi? Parce qu'en plus de ce problème, eh bien, ces aliments sont uniquement goûtés. Le dégustateur va cracher l'aliment et donc il ne va jamais l'ingérer 3 fois de suite, 4 fois de suite, etc. Et ça, nous l'avons publié, ça va créer des aliments plus sucrés, plus salés, etc. Donc vraiment, les aliments industriels ne sont peut-être pas fabriqués dans les bonnes conditions. Alors maintenant, il faut expliquer le rythme nictéméral, le fait que pendant le repos, il y a moins de repas qui sont plus petits, voire pas de repas du tout. Alors, ça va s'expliquer si on regarde le bilan d'énergie. Pour regarder le bilan d'énergie, toujours chez le rat, 1973, vous voyez que ce n'est pas récent. Ici, on regarde 2 débits d'énergie. Le débit de l'énergie qui entre, en haut, les pointillés,
et le débit d'énergie utilisé par l'organisme. Et vous voyez que pendant la phase d'activité, le sujet, ici le rat, ingère plus d'énergie qu'il ne va en brûler. Il y a donc une surcharge, une sorte d'hyperphagie relative. Inversement, pendant la période de repos, le sujet brûle plus d'énergie qu'il ne va en ingérer. Il est donc en défaut. Et là, en fait, il va utiliser l'énergie qu'il a stockée précédemment. Donc, au final, sur les 24 heures, il y a équivalence, normalement, entre les surplus et les défauts d'énergie. Et sur les 24 heures, le poids de l'animal devrait rester stable. Sauf qu'ici, vous voyez que très certainement, il y a un excès d'énergie sur les 24 heures. Et le fait est, c'est que nos animaux étaient dans une cage sans roue d'exercice. Ils ne se bougeaient donc pas assez, il n'y avait pas assez de dépenses énergétiques et nos animaux grossissaient régulièrement, c'était des Wistar et grossissaient régulièrement. Donc, il est important de conserver l'idée que la physiologie est très belle, mais qu'elle a été au fil du temps optimisée pour des individus qui se bougent, qui font de l'exercice, un minimum d'exercice, d'activité physique. Alors, pour continuer à expliquer l'existence du rythme nictéméral de la prise alimentaire, eh bien sûr, il y a l'horloge interne, le noyau suprachiasmatique, qui voit la luminosité du ciel ou l'obscurité, mais ça ne suffit pas. En plus de l'horloge interne, il y a le système de la leptine, cette leptine sécrétée par le tissu adipeux, qui vient confirmer que oui, les réserves ont vraiment été constituées pendant la période d'activité et que oui, pendant la période de repos, on peut se permettre de ne plus manger, donc de dormir. Et voilà le profil de la leptinémie sur les 24 heures. 24 heures ici, 8 heures le matin, donc minuit est environ par là. Et vous voyez qu'à minuit, nous sommes au zénith de la leptinémie. En haut, vous avez un profil féminin, en bas, un profil masculin. Souvenez-vous que la femme a plus de tissu adipeux que l'homme. Si maintenant on regarde ces deux profils par rapport à la ligne de base, c'est donc la même chose. Et ce qu'il faut voir, en fait, sur ces deux profils, c'est que la leptinémie augmente régulièrement pendant la phase d'activité, phase pendant laquelle l'individu mange, et atteint son zénith vers minuit, puis de nouveau diminue. Donc, cette leptine est un système qui vient confirmer à l'hypothalamus que les réserves ont bien été faites et que pendant la phase de repos, on peut s'abstenir de manger. Il n'y a pas que la leptine, il y a aussi l'insuline centrale, etc. Et donc, tout ça, ça va être responsable du rythme nictéméral de la prise alimentaire, mais aussi du rythme nictéméral endocrinien. Et peu de personnes le savent, mais en fait, pendant la phase de repos, nous connaissons un état similaire à un prédiabète, entre guillemets, bien sûr, avec une certaine intolérance au glucose et une certaine résistance à l'insuline. Et tout ça favorise l'utilisation des réserves. Alors, que manger et en quelle quantité maintenant? Eh bien, le plaisir, c'est en effet l'expression d'une double régulation. La régulation du bilan d'énergie et la régulation du bilan des constituants de l'organisme. Nous avons faim, il nous faut de l'énergie, tous les aliments ingérés vont nous faire plaisir. Ça permet le contrôle quantitatif de la prise alimentaire et ça permet la régulation du bilan d'énergie. Maintenant, si nous avons la possibilité de choisir, nous allons avoir plus faim pour ceci ou pour cela. Certains aliments vont nous faire plus plaisir que d'autres et de façon inconsciente, ça permet le contrôle qualitatif de la prise alimentaire. Inconsciemment, nous allons choisir les aliments qui nous apportent les bons nutriments et les bons micronutriments au moment où nous les choisissons. Et ça permet la régulation du bilan des constituants de l'organisme. À chaque fois qu'on ingère un aliment, de façon immédiate, nous recevons l'image sensorielle numéro 1 qui est liée aux qualités organoleptiques de l'aliment perçu par la sphère orale, puis très vite, avec un petit délai malgré tout, apparaît l'image sensorielle numéro 2 de l'aliment qui est liée aux effets de l'ingestion, de la digestion et les perceptions gastro-intestinales ainsi que l'arrivée des peptides gastro-intestinaux qui vont envoyer des informations au niveau central.
Et ça a lieu pendant les 20 premières minutes qui suivent le début de l'ingestion. Et avec un retard encore plus grand, va apparaître l'image métabolique de l'aliment qui est liée aux effets de l'absorption et du métabolisme des nutriments présents dans l'aliment. Et ça va nous permettre d'être dans un certain état de bien-être. C'est véritablement les bienfaits métaboliques de l'aliment. Et de façon inconsciente, à chaque fois que nous ingérons un aliment, nous allons associer ces 3 images entre elles. Les 2 premières vont nous permettre d'optimiser les mécanismes du rassasiement en l'espace de 20 minutes. Et avec l'association à l'image métabolique, ça va nous permettre d'apprendre inconsciemment à choisir les bons aliments en fonction des besoins que nous ressentons. Il s'agit donc d'un conditionnement, c'est une association complètement inconsciente, si bien que lorsque nous reconnaissons un aliment et que nous le mangeons, le plaisir immédiat procuré par cette ingestion ne correspond qu'à une anticipation inconsciente du bienfait métabolique attendu et offert par l'aliment. Voilà ce que c'est que le plaisir alimentaire. Et je présente ce diagramme de Serge Luquet pour montrer qu'en effet, il existe plusieurs signaux envoyés par l'espace gastro-intestinal ou par le tissu adipeux qui viennent renseigner sur l'état des réserves lipidiques ou du bol alimentaire présent dans l'espace gastro-intestinal. Parmi tous ces signaux, en fait, la gréline est le seul signal peptidique qui augmente le comportement alimentaire. Tous les autres sont là pour venir freiner le comportement alimentaire. Et un vieux résultat que je ne peux pas m'empêcher de vous présenter date des années 77, toujours le laboratoire de Lemagnan au Collège de France. C'est la plus triste diapo de mon cours. Ici, des animaux, des rats qui ont l'habitude de faire des repas de 2 heures. Quand la mangeoire s'ouvre, ils se précipitent. Pendant la première demi-heure, ils mangent beaucoup. Puis, au bout d'une demi-heure, on leur présente une seconde mangeoire qui contient le même aliment que précédemment. Vous voyez qu'ils sont beaucoup moins motivés à manger, mais la curiosité les stimule quand même, ils vont voir. Puis de demi-heure en demi-heure qui suivent, on change la mangeoire, mais c'est toujours la même. Et vous voyez que la motivation à manger décroît très vite. Maintenant, c'est un jour de fête. C'est toujours le même aliment qui va être présenté de demi-heure en demi-heure, sauf qu'à partir de la deuxième demi-heure, on a ajouté une goutte d'arôme dans la mangeoire. Et vous voyez que ça motive beaucoup l'animal à manger. Et ainsi de suite, au total, il y aura 4 flaveurs présentées à ce rat durant les 2 heures du repas. Une flaveur, c'est l'association goût plus odeur. Et donc, grâce à l'ajout d'arômes, 3 arômes différents, bien au total, il y aura 4 flaveurs. Et vous voyez que ça motive beaucoup plus le repas qu'en temps normal. Et ça, c'est catastrophique. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une diversité dans les qualités organoleptiques, ça nous pousse à manger. Et si on reproduit ça pendant plusieurs jours, vous voyez ici sur une courbe pondérale, le groupe qui bénéficie d'un changement quotidien des arômes va prendre plus de poids que le groupe témoin. Quand on estime qu'ils ont pris suffisamment de poids, on arrête, on les remet tous sur le régime monotone, normal, et vous voyez qu'au début, il y a un peu une perte de poids, mais jamais plus les animaux ne vont retrouver le poids des témoins. Et ça s'appelle l'état d'obésité. Tout ça en changeant les arômes. C'est même beaucoup plus efficace, toujours ici des courbes pondérales de rats, le groupe qui a été nourri avec 4 aliments différents tous les jours, et ces aliments viennent de ce qu'on a appelé le régime isocafétérien. C'est toujours le même aliment, sauf qu'on a changé la texture, le goût, la couleur, mais l'animal se fait avoir, il mange beaucoup plus, et quand on le remet sur régime normal, vous voyez qu'il ne récupère pas le poids des témoins. Et vous voyez aussi ici 2 autres groupes qui avaient été nourris sur un régime gras ou sur un régime cafétéria américain, qui était gras et sucré. Eh bien, ces 2 autres groupes vont retrouver le poids des témoins, mais pas le groupe isocafétéria. Donc, en fin de compte, la diversité alimentaire pousse à l'hyperphagie et à l'obésité. Cependant, il faut manger varié. Alors, quel dessert choisir? Je vous laisse choisir entre ça et ça. Peut-être qu'à droite, on nous a pris pour des rats. Voilà. Je tiens à remercier Jacques Lemagnan, qui n'est plus de ce monde,
Janine Louis-Sylvestre et Didier Chaplot, qui est encore maître de conf à l'UFR Santé Médecine et Biologie humaine du département. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Michel. Il y a peut-être des questions en ligne. Je vais aller voir ici dans la salle et puis peut-être sur le chat. Donc, j'ai noté que mon fils a raison quand il me dit qu'il faut qu'il mange des McDo tous les jours, puisque quelque part, il grossira moins s'il mange la même chose tous les jours. Je me posais la question des micronutriments. Comment on fait un équilibre des micronutriments? Parce qu'on comprend bien ça pour les glucides, lipides, protéines, mais est-ce que c'est vrai aussi pour les vitamines, les oligo-éléments? Alors Comment on régule justement, ça? c'est une très bonne question, Jean-Pierre. C'est vraiment la question parce que ça fonctionne très très bien chez les animaux, chez le poulet, chez le rat, pour le zinc, vitamine C, etc. Et chez l'homme, eh bien, il y a eu des cas cliniques décrits chez à la fin de la guerre, des gens qui manquaient vraiment de vitamines, etc. Ils ont brutalement changé leur comportement alimentaire. Mais sinon, vous savez tous que l'être humain, sous nos latitudes, peut connaître des carences en micronutriments. Et donc, ce que je viens de dire pourrait paraître faux, sauf que peut-être notre façon de manger, on fait de la cuisine, on modifie nos aliments, on ajoute des arômes, et donc peut-être que nous trompons nos sens en ayant une alimentation qui n'est plus vraiment naturelle. Oui, une question de Noël Peretti. Bonjour, merci beaucoup pour ce topo qui est très, je trouve intéressant parce que finalement, on part de publications assez anciennes et on voit qu'on a des questions assez actuelles. Je pensais des choses toutes bêtes, les changements d'arôme chez le rat, ce qu'on a avec nos compléments nutritionnels oraux chez les enfants, où il faut qu'on change régulièrement parce qu'ils se lassent, ce qui semble assez évident comme ça, mais en pratique n'est pas forcément bien évalué. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on a des travaux qui permettent d'évaluer le poids respectif entre les besoins, les envies, on va dire, psychologiques, métaboliques, etc., et pour guider la préférence alimentaire? Je pense à différents exemples. Les enfants qui ont des insuffisances surrénaliennes, par exemple, qui vont spontanément manger très salé, parce qu'effectivement, il y a ces problèmes-là. Et en même temps, on a les contre-exemples, je dirais, assez courants, finalement, de cette régulation qui devrait nous être bénéfique, des fois, elle ne l'est pas parce que, alors ça peut être effectivement notre manière de cuisiner qui modifie, trompe nos sens, mais finalement, est-ce que ce n'est pas aussi parce que à certains moments, chez certaines personnes, à des moments de vie particuliers, on a je dirais, des déséquilibres dans la puissance finalement du signal psychologique, métabolique ou physiologique, par exemple? Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? Alors, des travaux, il y a des cas cliniques. Vous l'avez dit, pour les insuffisants rénaux, avec le sel et avec la réglisse aussi. Alors, je ne suis pas médecin, mais je sais que suivant telle ou telle pathologie, on peut être intéressé par tel ou tel aliment. En ce moment, il y a des travaux qui ont porté sur les préférences alimentaires chez les sujets obèses avant et après gastrectomie ou chirurgie bariatrique. Et au bout de quelques mois, on voit que les préférences alimentaires changent. Ils vont manger moins gras. Alors, est-ce que c'est lié directement à la chirurgie bariatrique ou au fait qu'ils ont du mal à manger des gros repas et qu'ils sont obligés plutôt de faire des repas semi-liquides? En tout cas, ça change. Voilà. Et pour ce qui est des choix alimentaires pour répondre à nos besoins psychologiques, je ne connais pas de travaux, mais je pense que tout un chacun sait que quand on prend des aliments pour nous remonter le moral. Il y a un problème de connexion, visiblement. Chacun.
Ok, merci. J'ai une question sur le chat qui vient d'Emmanuel Mass et qui fait référence à des difficultés que nous avons comme pédiatres chez des enfants qui sont dépendants d'une nutrition artificielle, en particulier une nutrition entérale. Donc, on leur apporte l'alimentation et quand on essaie de les sevrer, on essaie de leur donner le goût de manger. Et du coup, d'après ce que vous avez montré, sa question est, auriez-vous des conseils pratiques pour aider le sevrage d'une nutrition, c'est-à-dire chez un enfant, à partir de ce que vous avez montré en particulier des aliments diversifiés dans leur goût, etc., pour faciliter la reprise et le plaisir de manger et plutôt d'augmenter leur prise alimentaire alors qu'elle était très réduite. Oui. Alors, à chaque fois qu'on me pose cette question, je reviens sur l'idée que manger fait plaisir parce que c'est associé à la satisfaction du besoin physiologique. Donc, ce que je conseillerais de faire, c'est de donner à manger au moment où il y a une hypoglycémie, au moment où il y a des besoins énergétiques. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci Michel. C'était passionnant et très très clair. Peut-être tu restes avec nous et puis s'il y a d'autres questions qui viendront peut-être au fil du débat.